Routine, j'ai vraiment apprécié ça, je pense qu'il y a beaucoup de vérité. Évidemment, c'est un peu exagéré et clairement un peu théâtral, vous savez, un peu fantaisiste. Gros plan et les réflexions de l'actrice. J'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que c'était une manière très créative visuellement, intéressante et amusante. De montrer une routine tout en la brisant. Ça fait longtemps que je suis fan, j'adore vraiment ce film, le style de montage. La réalisation, les performances. Il n'y avait pas de dialogue, mais on comprenait chaque pensée. Chaque petite nuance dans la tête de ces personnages. Je trouvais ça très intelligent, le rythme était excellent. Ces allers-retours entre le noir et blanc et la couleur. Entre la séquence onirique et la réalité. C'était magnifiquement réalisé, avec une grande maîtrise. Ça marche. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Encore une nouvelle interview aujourd'hui avec d'autres collaborateurs. Aboufal qui est un jeune réalisateur, artiste aussi qui est en ce moment à Montréal. Bon, vous voyez un peu Donald Glover là, dont je vous parlais là. Un peu le même profil. C'est un peu le même profil. Il fait de la musique, il tourne des courts-métrages en ce moment parce qu'il est aussi réalisateur aussi. C'est parfois il y a un peu de la danse, c'est quelqu'un qui est un acteur. Et là en ce moment, il y a son dernier court-métrage un peu. Comment ça s'appelle encore le dernier court-métrage là que j'ai fait là Routine. Routine et tout, qui a été nominé, qui a gagné un prix, non? Bien, il a été au festival dans lequel. Ouais, ça a gagné 2 prix à ce stade. On a gagné le prix de la Best Story, meilleure histoire, dans un festival apparemment à Chicago, d'après le truc Chicago Film Festival. Puis, Chicago Film Festival. Ouais, c'est pas Chicago mais c'est pas Chicago International, non, c'est juste Chicago Film Festival, donc c'est pas pareil, I guess. Mais c'est pas l'international. Chicago Film Festival, ça a des acquaintances avec Sundance. Ouais, je sais pas si c'est le bon. En tout cas, c'est ton truc là, si ça touche, ça peut toucher Sundance. Et si c'est Sundance, c'est un autre truc. Hein. Sundance, là, c'est le pape. Rest in peace, Robert Redford, c'est lui qui a créé ça. Puisqu'il est mort même il y a quelques mois. Sundance c'est un festival de films. Là, c'est à l'Ohio, je pense. Les gens qui sont soit à l'Ohio, Utah, là, et tout. Sundance, c'est un festival. Non, c'est un festival indépendant et tout. Et Chicago, le truc là, je pense que ça peut toucher Sundance aussi, si ça vient là-bas. Ça peut toucher le bonheur. Et si tu touches Sundance, et que tu as peut-être même une nomination dans un Sundance, là, c'est un autre monde qui t'ouvre, hein. Là, tu es dans le regard du cinéma indépendant américain qui compte. Parce que Sundance, tous les trucs sont passés à Sundance. Ryan Coogler est passé à Sundance. Je sais plus. Tous les grands cinéastes indépendants. Même Linklater. Ça m'a... Ouais. Non, je vais essayer de voir parce qu'il y a Sundance, tu m'as aussi parlé du festival de Berlin, là. Donc, que je vais aussi checker éventuellement. Non, c'est toi qui m'en avais parlé. Oui, faut poster là-bas. Ouais. Bon, moi je vais parler. Ils aiment les négros qui font les trucs. Mais c'est plus moi qui ai gagné parce qu'on a donné le prix du meilleur réalisateur, genre, ce qui est très cool. Like, wow. Le prix du meilleur réalisateur pour le festival. Pour le festival. Le festival s'appelle comment encore, le festival de Montréal là? Zensa Media International Film Festival. Ok. C'est un festival basé à Montréal, mais international. Donc, il y avait des gens de Chine qui étaient là, genre. Il y avait des gens des États-Unis qui étaient là, puis du Canada, puis de la France. Je pense que c'était ça. Des gens qui étaient là. Bien, ça. Quand j'ai vu c'est vrai que je m'appelle aussi à l'époque, je m'avais un peu de tout, je l'avais pas apprécié. Pour la storyline simple et tout. Ça, ce serait un truc à Dakar aussi, tu ici, on pourrait le faire le passer dans un cinéma que je connais ici. Et ça peut faire aussi les trucs aussi, parce que si tu développes ça un jour
en long métrage. Ça va avoir une distribution aussi qui est intéressante, mais ça c'est très cool aussi. Et c'était pas ton premier court métrage parce que tu en as fait déjà plusieurs aussi, si je me trompe pas. Ah ouais, non, moi, ça repart à l'époque où on faisait nos vidéos courtes style Vine, là, qui petit à petit c'est devenu des. Tu vois dans ma chaîne YouTube, tu vois les vidéos que je faisais, qu'on faisait à l'époque, de plus en plus longues et tout ça. C'était vraiment des années formatrices, quoi. Dans Mais Abo, c'est comme ça que tu as commencé à faire un peu les vidéos, dans te concentrer un peu sur le cinéma. Qu'est-ce qui t'a amené d'abord à te pencher sur le cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement? Est-ce que quelque chose qui a été influencé par un membre de famille? Ou c'est juste des vidéos que tu aimais faire et tout, et ça s'est développé au fur et à mesure? Parce que souvent, certains réalisateurs, mais j'avais un jour Kevin Hubert, là, qui a été aussi imprimé au festival de Berlin avec son court-métrage qui s'appelle Ne réveillez pas l'enfant qui dort, qui était aussi là aussi à un moment, il est nominé aussi parmi les meilleurs courts-métrages du César en ce moment. Et le gars, il me dit que le cinéma est venu tard, hein. C'est venu à l'âge de 18 ans, 19 ans. Et tout, avant, il ne pas grand chose ou quelque chose comme ça. Et c'est là où il a développé sa culture très. Il dit c'est venu à l'adolescence. Donc c'était un peu un point de vue. Il y a beaucoup de gens comme ça. Xavier Dolan, il lui-même dit je suis pas vraiment un cinéphile, j'ai pas vu beaucoup de films. Mais il a développé un peu son truc à lui, son storyline à lui, et ça fait le truc. Donc moi j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé comment toi tu es arrivé aussi à t'intéresser à ce média-là, puisqu'il y a ce média, le cinéma. Longue histoire, il y a quand même, il y a peut-être une histoire entre guillemets, mais je me mettrais vraiment dans la même catégorie que les Xavier Dolan, dans le sens que je suis pas forcément cinéphile, dans le sens que je suis curieux. Je regarde des films quand j'ai le temps, mais tu mets à côté d'un cinéphile qui a fait ça toute sa vie là, je suis nul. Mais en gros, ma mère, elle faisait du théâtre. C'était une actrice. Elle faisait du théâtre avant qu'elle rencontre mon père. Puis, je me rappelle, elle m'a déjà raconté qu'elle a été dans genre, mais elle était peut-être figurante ou juste un petit rôle dans un film une fois, genre, mais non, ouais, et elle, son j'ai aucune idée. Enfin, moi, je te parle de ce qu'il m'a raconté il y a peut-être 15 ans. je sais pas. Elle m'a juste raconté la scène où, genre, c'était des filles qui, je pense que c'était des gars qui sortaient avec des filles, puis les filles étaient venues dans leur chambre, puis elle était l'une des filles, puis elles étaient assises comme ça, pendant que le personnage principal, je sais pas si il avait un problème avec la fille. Ah non, il y avait un truc. Mais elle était l'une des filles assises, c'était quelque chose comme ça. Mais elle faisait du théâtre, puis elle était pas reconnue pour ça, puis, bah, en tout cas, elle faisait de la poésie aussi, hors d'elle. Elle m'a pas forcément, je pense pas, peut-être inconsciemment, mais elle a pas forcément transmis cette passion du cinéma ou quoi que ce soit en moi. Mais elle parlait souvent de ça et du fait que genre son rêve c'était de devenir une star à Hollywood, machin, actrice, all that. Donc il y a eu ça, mais moi perso, je pense que c'est juste ma fascination en général par rapport à tout ce qui est image, parce que je dessine aussi, puis je fais de la photographie, puis voilà quoi. Donc quelque part à mes 12, 11 ans, 13, je sais plus, j'étais au Ghana à l'époque. Le téléphone de ma mère, je pense que c'était à l'époque où les téléphones où tu pouvais enregistrer puis faire pause, c'était à la mode, genre à l'époque. Donc j'avais découvert ça avec le téléphone de ma mère. Puis j'étais grave inspiré par la série Heroes. Justement, tu connais là avec donc je voulais juste répliquer tout ce qui était les super pouvoirs qu'ils avaient. Surtout Hiro Nakamura, c'était mon perso. Comment il ferme ses yeux puis il disparaît. Donc de ces genres de trucs que j'essayais de répliquer avec le téléphone de ma mère. Donc c'était moi et mes frères là. Moi, mon frère jumeau, ma petite soeur, puis tous les autres demi-frères, on vivait tous dans la même maison. Donc c'était pas mal ça nos activités quand on était chez nous là. Donc on filmait, c'était ça. Puis petit à petit, j'ai commencé à faire ça à l'école, à l'époque au Ghana avec mes potes. Puis pareil, les mêmes délires que Heroes, ils avaient adoré aussi genre. Donc c'est comme ça que c'est un truc. Puis quand je suis revenu au Sénégal, je pense que j'avais arrêté à un moment, mais sans vouloir te couper et tout, et Heroes nous a influencé un peu pour la série, une web série qu'on avait fait à l'époque là, qui s'appelait comment ça s'appelait encore, la série Teen Savior, qu'on avait fait un peu sur la chaîne.
Oui, Je suis presque sûr que j'ai regardé l'épisode de Teen Savior, je pense. Ça les avait beaucoup inspiré aussi sur Heroes aussi. Désolé de Yeah. t'occuper. Ah, non, t'inquiète. Ouais, c'est ça, puis j'ai commencé à faire ça à l'école aussi, mais après quand je suis revenu au Sénégal, j'ai sûrement eu un petit moment de pause, mais je regardais beaucoup les vidéos sur le net de gars que, notamment genre le groupe que je dois remercier, même si genre c'était un groupe random qui faisait des vidéos, mais il s'appelait Notorious Family à l'époque, c'était un groupe c'était les Français, hein, mais ils faisaient des skits, puis j'adorais leurs skits là, ils me faisaient rire. Et un jour, je me suis décidé, parce que je faisais déjà des vidéos chez moi, c'était pas mal moi et mes frères et sœurs, quoi, en fait. Je me suis dit, ok, je vais commencer à les mettre en ligne comme eux, genre. Puis c'est là que j'ai commencé à faire les skits, voilà, des petites vidéos, puis avec le temps, c'est devenu plus lent. Avec le temps, j'ai rencontré tout le reste du groupe de GA, apparemment c'est une passion qu'on avait. Donc, moi, Makta, Rokeya, Mandja, Ivan, puis après, tout le mouvement de Sandalman est venu après. Je ne sais pas à quel moment exactement dans ça, je me suis dit, je veux faire du cinéma, mais c'était quelque part dans cette période-là. Je me suis dit, ouais, on veut révolutionner le cinéma africain, genre, c'était le délire à l'époque. Donc, yeah. Donc puis genre, comme je suis têtu, j'ai juste jamais lâché l'affaire, quoi. Genre, il y a plusieurs reprises où j'aurais pu lâcher quand même, mais on est là, quoi. Ouais, c'est ça, parce que, comme je disais, Aïna me parlait de toi déjà à l'époque par rapport aux vidéos que tu faisais, les dessins aussi, je me rappelle qu'à l'époque, tu faisais beaucoup, tu as quelqu'un qui dessine ça aussi, j'ai oublié de t'en parler, tu as quelqu'un qui... Il y a beaucoup de dessins que tu faisais et tout, et tu avais une bande dessinée même là que tu avais créée aussi là qui était super géniale, je ne sais plus comment ça s'appelait là, sur ta page Facebook là. Ouais, tu parles seulement de Mythoman. Oui, Mythoman, ouais. Où tu t'inspirais des trucs et de la manière dont tu avais développé la série, la storyline, je trouvais que c'était fantastique. Après, tu t'étais arrêté un peu là. Et ça, c'est quelque chose aussi que je trouve intéressant. Mais je demande un peu, est-ce qu'à l'avenir, tu voudrais revenir un peu aussi dans ce format de BD que tu faisais aussi à l'époque quand tu faisais les webcomics? 100%. Je suis quelqu'un de très têtu. Je n'aime pas ne pas terminer des projets. Ça me hante. J'aime pas ça. Donc, tôt ou tard, je reviens là-dessus. Mythoman, ça fait déjà 3-4 ans que j'ai déjà décidé que j'allais revenir. C'est juste que je voulais faire mon album de musique d'abord. Une fois ça, je le termine. Je voulais faire le court-métrage que j'ai déjà écrit en ce moment-là. Puis voilà quoi, faire tout le circuit festival, parce que le routine dont on parlait tout à l'heure, c'était un test. J'avais même pas écrit le scénario, je me suis assis, j'ai dessiné tout le storyboard, puis voilà, on avait le film quoi. C'était comme ça, puis c'était un test pour voir comment fonctionnait le système un peu, comment les festivals fonctionnaient, tout ça, puis ça se trouvait qu'on a gagné des prix en fait. Mais j'ai un truc beaucoup plus sérieux, je me suis vraiment appliqué, que je compte faire. Puis une fois ça fini, je me relance dans Mythoman, je le termine, puis j'ai une autre bande dessinée que je voudrais faire qui parle des Tchèdos, des guerriers Wolof à l'époque. Puis après, j'ai fini avec les bandes dessinées. Mais je vais y revenir. Mythoman, ça va revenir, for sure. Non, ça c'est cool ça. Parce que j'ai essayé de retrouver un peu les images, un peu en post-prod, un peu pour montrer un peu ça. C'était quelque chose de truc là. Et moi, j'aimerais encore savoir un peu par rapport à ton parcours, un peu, qu'est-ce que je voulais encore savoir. Il y a le truc de la musique. Comment la musique, ça t'est venu surtout parce que dans la musique que tu fais, la grande majorité du temps, c'est toi qui produis aussi tes propres sons. Je pense aussi que tu as composé pour un film là. Comment il s'appelle encore le film dans lequel tu as composé, tu as fait la composition musicale. Ils auraient failli même partir au festival de Cannes là. C'était parmi la... Non, ils avaient pris une de mes chansons. C'est la chanson que j'ai fait avec Zanzou, je pense. Ouais. Que je mets en fond là, même c'est même la chanson qui tourne à fond, qui s'appelle Space in Time, que j'aime beaucoup là. Ouais. C'était le film de Muriel là, mon ami. Pourquoi j'oublie les titres? Moi, je sais pas, j'ai un blanc là. Mais Gloves of Destiny, c'était Gloves of Destiny. Mais après, c'est une chanson qu'elle a utilisée à 2 reprises. Elle avait utilisé dans
un petit court-métrage à Quantum Ananas dans lequel je jouais. Puis elle l'a réutilisé pour Glass of Destiny. Ouais, malheureusement, ça aurait été cool si on allait à Cannes finalement. Pas tant, mais on est là. Mais pour répondre à ta question, la musique, ça, c'est pas un truc que je pourrais expliquer. Ça a toujours été là, honnêtement. Quelles étaient tes influences? Même Vas-y, quelles étaient tes influences à l'époque, en fait, pour que tu puisses pousser à l'époque, numéro 1, c'était Youssou N'Dour, mon gars. Numéro 1, moi sur le compte. Toi, tu es quelqu'un qui est très fan de Youssou N'Dour à la base. Ah, ouais, quand même, genre. Et en ce moment-là, je suis plus nostalgique parce que j'écoute des sons de l'époque. Je dirais pas que ces chansons aujourd'hui me parlent autant, mais les chansons que j'écoutais à l'époque, là, je les écoute et c'est la même magie, là. Donc, ça va pas lâcher. Mais, ouais, à l'époque, mon surnom c'était Youssou N'Dour, là, genre, Abo Youssou N'Dour. Puis, vu qu'à l'époque c'était Youssou N'Dour, le Super Étoile, Mbaye Faye, Viviane, l'époque où ils étaient vraiment hot et tout ça. Donc, mon frère jumeau le surnommait Mbaye Faye, puis ma petite sœur, Viviane, parce qu'elle était teint clair, quoi, genre. Donc, c'était vraiment, ouais, donc à l'époque, c'était Youssou N'Dour, Michael Jackson, puis Akon, quand j'étais plus genre, quand j'avais genre 8, 7, 9 ans, et c'était pas mal les trois figures principales, là, je dirais. Non, c'est intéressant un peu parce que dans ta voix là, bon, je dis pas que tu as la même voix que Youssou N'Dour, mais je peux sentir que tu étudiais sa façon de chanter pour trucs là-bas. Parce que moi, c'est des trucs qui m'a toujours impressionné chez toi, la belle voix. Des trucs là, comme vous l'entendez souvent en fond là, ou bien dans les plusieurs projets aussi qu'il a fait entre temps. C'est ça. Je pense que quand tu étudiais à chanter, c'était beaucoup Youssou N'Dour. Il y a un album de Youssou N'Dour que moi j'aime beaucoup, c'est The Lion. C'est l'un des plus populaires hors Sénégal. The Lion qu'il avait été avec Gabriel que j'aime beaucoup. Et un de ses collaborations, ça c'est pas dans son album, mais une des collaborations qu'il avait fait. Une des collaborations qu'il a fait qui était le meilleur, c'était comment on appelle encore ça, des collaborations géniales qu'il a réussi à faire, c'était Diabaram avec Rudy Sakamoto. Jabaram nena du ko bayi Jabaram nena du ko bayi. Je connais pas ça. Je vais mettre ça. Non, j'ai pas écouté l'album assez de fois pour bien retenir les sons, mais j'ai découvert. Non, mais ça c'est pas dans l'album de Youssou N'Dour, ça c'est dans l'album de Rudy Sakamoto. Ah, ok. Beauty, ça s'appelle Beauty. D'accord, mais ça c'est, c'est juste des notes de piano de Sakamoto planantes. Ouais. C'est pas juste des notes planantes et la voix de Youssou N'Dour là-dedans. C'est l'une des meilleurs sons de Sakamoto, hein, de trucs là-bas, avec la voix de... Et moi, tu sais, on n'avait même pas mis featuring Youssou N'Dour. C'est juste la voix de Youssou N'Dour qui apparaît à un moment donné. J'ai dit, wow, Youssou N'Dour c'était à l'époque où moi, je m'intéressais à Sakamoto. Je regardais, je prenais pas à pas un peu sa discographie. Et quand je suis tombé sur l'album Beauty, là, je crois que c'est le 4e un peu, on a eu des problèmes techniques. Je voulais couper le truc, mais j'ai dit, je laisse l'enregistrement, je vais couper ça au montage. C'est pour ça, justement, que je ne voulais pas faire les lives. Parce que j'ai dit, tu connais les conneries, ça peut faire les trucs. On est là, on voit même ton Instagram que tu es en train de... J'avoue. Tu vois, c'est ça. Donc, sujet monétaire, on va fermer ici là. Oui, je vais de Sakamoto. Sakamoto, un peu là. Voilà. Un peu moins. Et c'est ça. Parce que là, ça. Mais tu m'entends bien, non? En termes de. Là je t'entends, il y a juste une latence bizarre. Anyway. J'espère que ça sera mon internet aussi. Là, tout à l'heure, c'est mon internet qui m'a lâché, bizarrement. Ok. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, Sakamoto, on dit Sakamoto Diabaram, ça faisait partie un peu des
ça faisait partie un peu des sons qui m'ont marqué de Rudy Sakamoto à l'époque où je m'intéressais à sa discographie, justement le son du Sundola, avec du Sundola Jabaram. Et Mhm. elle est vraiment incroyable, moi. Elle est vraiment incroyable. Et même si j'ai pas poussé beaucoup sa vision, quoi. Excuse-moi que Je vais aussi. donc, c'est pas Yusundu, Mike Jackson, mais il n'y avait pas d'autres albums. Et après, c'est comment tu as développé tu as commencé à te lancer dans la musique, à te lancer un peu dans les sons que tu as fait. Il y a beaucoup de projets que tu as sortis qui me plaisent beaucoup, un peu parmi les mixtapes. Une de mes préférées, c'est Pursuit of Happiness. Ah! Pursuit of Happiness. Ah ouais, ok, ah ouais. Je l'écoute beaucoup, ça. Pour Pursuit of Happiness, Mumble Folk aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et surtout, il y a l'autre là aussi que j'ai beaucoup aimé. Là où c'est en fond noir, là. J'ai oublié un peu le titre, un peu. On voit seulement ton visage et tout. Ouais, c'est mon visage. C'était une chanson ou c'était un EP? Non, ça c'est un EP de 10-20 minutes. Bon, mais j'ai oublié. Et plus ou moins, c'est ce qui est intéressant. C'est vraiment... bon, pour faire un peu la comparaison, c'est très proche de ce que Donald Glover faisait au début, hein, quand il faisait Camp, quand il faisait Cul de Sac. Et ces projets-là, hein, tes projets-là me rappellent le Gambino quand il était Childish Gambino de cette époque-là. Tu vois un peu. C'est pas encore arrivé au délire de Because of the Internet, qui était encore beaucoup plus alternatif et tout. Là où il disait, je vais même faire aussi un sujet sur ça, là, le truc où il disait qu'il est le OK Computer, que c'est le OK Computer, c'est le rap OK Computer. J'ai souvent levé les yeux quand il a fait ça, rap OK Computer. Tu connais OK Computer de Radiohead, non? Ouais, je connais. Il a comparé ça à OK Computer, mais version rap, quoi. Donc, j'ai un peu levé les yeux. Je dis, bon, gros, je pense que tu vas un peu loin dans les délires, mais bon, on va te laisser dans ce truc-là. Mais tes projets me rappellent un peu ce de Level Down. Est-ce qu'il a été une inspiration aussi pour toi à un moment donné? Parce que je sens beaucoup de similarités dans vos musiques. Oui. Honnêtement, lui, c'est l'une des personnes où j'ai envie de dire c'est un peu un accident. Franchement, parce que je vais commencer, je vais pas à ta première question, puis je vais aller là. La première question qui était comment je me suis lancé tellement dans la musique. Ouais, donc depuis l'époque des You Know Whatever, moi, j'ai encore en tête, je devrais même les faire un jour parce que ce serait con si je me rends que j'ai jamais fait ça. Mais il y a pas mal de chansons que je créais dans ma tête quand j'étais petit. Que je m'imaginais chanter en anglais à l'époque où je parlais pas anglais, qui étaient très cool. Donc c'était des chansons que j'ai chantées à mes frères et tout ça, puis ils dansaient parce qu'ils aimaient. Puis donc ça a toujours été là en fait. Puis en grandissant avec l'adolescence, je sais pas, dépression, whatever, j'ai commencé à m'exprimer plus, à écrire et tout ça. J'avais commencé à rapper en classe de 6e avec un ami. En fait. C'est ça aussi. Qu'est-ce qui t'a amené au rap, à vouloir rapper en fait? Yeah, non, tout ça c'est venu de manière honnêtement très organique, naturelle. Donc à l'époque, ouais, parce que moi je chantais plus que je rappais, hein, mais vers la classe de 6e, et j'avais un ami gabonais, Dan, puis c'était genre mon meilleur pote à l'époque, puis il commençait à écouter, c'était les Young Money, c'était principalement les Young Money, les Lafouine, les Booba, les Youssoupha, c'était vraiment genre voir que les gars qu'on écoutait à l'école, puis c'était des gars cool, etc. Puis mon pote, il commençait à rapper, puis il a dit si tu voulais, je pense que c'est lui qui m'a demandé si je voulais rapper aussi, hein, parce que sinon j'avais jamais pensé que j'allais rapper, hein, parce que moi je chantais. Puis à l'époque il avait pris l'instrumental de, je pense que c'est Nelly, hein, Just a Dream. It was only just a dream. J'ai essayé ce son-là. Voilà, on va arriver à un débat avec toi là et autres et tout, parce que Nelly, pour moi, c'est quand même un artiste que je respecte et que je pense qu'il y a un autre artiste, il aurait dû assumer cette position-là que Nelly a été dans les années 2000. Mais bon, c'est après que je vais
te montrer. Vas-y. Ça marche. Ouais. Non, ouais, donc Nelly, que j'avais dit. C'est ça, donc il avait pris l'instrumental, puis j'avais rappelé dessus, là. Genre, écrit, oh, je m'appelle Abo, appelle-moi 130, whatever. Je m'en rappelle plus de reste, parce qu'à l'époque, mon surnom était 130, genre, parce qu'avec 130, tu peux écrire Abo. Donc, c'était pas mal ça. Je me rappelle, à l'époque, j'avais pris le poème Afrique de David Diop. Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son feu le lointain. Donc, j'avais pris le poème, puis j'avais rappé style Amélie de Lil Wayne. Avec des fiers guerriers dans les savanes. Et apparemment, les gars, ils perdaient la tête dessus, mon gars. Les gens étaient tellement fans, ça m'a rendu populaire dans toute l'école. Donc, c'était tellement moche. Quand je reprends, je me dis, c'est fucking drôle. Mais, donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire plus. Maintenant, ok, je rappe. Puis les gens, tout le monde, tous mes potes rappent. Donc, on rappe. Puis les gens populaires à l'école, ils rappaient. Donc, tout le monde rappait. J'étais juste dans le monde, quoi. Et c'est ça. Donc, j'écrivais mes textes et tout. Après, c'était au Ghana, tout ça. Mais quand je suis revenu au Sénégal, j'ai pris une posture plus introspective parce que j'avais beaucoup d'anxiété. Puis, il fallait que j'écrive, il fallait que je me défoule. Mais c'est comme ça, la musique est devenue plus quelque chose qui m'aidait un peu à juste me défouler, en fait, émotionnellement. Puis, voilà, quoi. Donc, c'est là que c'est resté avec moi. Donc, à chaque fois que ça va pas bien, moi, j'écris. Et ça m'a pas quitté aujourd'hui. Même si j'écris pour d'autres raisons, pareil, quand ça va pas bien, c'est souvent là que j'ai la motivation d'écrire. La deuxième question que je me rappelle, c'était par rapport à qui? Non, c'était Donald. Oui, Donald Glover, oui. Yeah, ouais, donc lui, je l'ai découvert avec This is America. Charlotte à lui. Ah, c'est venu un peu plus tard, toi. C'est ça, c'est pour ça que genre, puis à l'époque, genre, je faisais déjà de la musique, je dessinais, j'étais déjà polyvalent comme lui. Donc quand les gens me disent t'es sûr, je suis comme I don't know man, je sais pas. Puis mais c'est quand après, parce que je pense que c'est l'année dernière ou en 2023 que je me suis mis à écouter ces anciens genre Camp et tout ce qu'il a sorti avant. Je me suis dit merde, mais on dirait moi qui ai écrit quoi. Genre on a le même vécu. Donc c'est fascinant. Donc mais lui c'est vraiment à partir de This is America que j'ai découvert, puis ouais, j'étais direct fasciné, genre merde, je suis devenu fan direct parce que genre c'est qui ce gars, what the fuck, mais je savais pas qu'il était multi machin. C'est vraiment This is America que moi perso je considère comme le meilleur clip de tous les temps perso. This is America, c'est un peu pour moi le testament de toutes les années qu'il a accumulées à l'époque de créativité qu'il a eu là. Lui et son gars Hiro Murai, puisque c'est avec Hiro Murai qui fait les clips, c'est Hiro Murai même qui a réalisé les clips avec lui. C'est un peu le testament de toute leur, comment on appelle ça, le testament de toute leur créativité.